on parle de résilience, hein, donc pour ma part, le petit a décidé de m'accompagner aujourd'hui. Effectivement, nous allons parler en fait de ce que j'ai appelé un flux mutagène. Concrètement, aujourd'hui, une IA est utilisée pour beaucoup de choses. Il y a des agents à tout bout de champ qui sont mis en place. Il y a des agents AI. Au niveau des SOC, on a maintenant des SOC augmentés. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible que justement l'IA qui est utilisée pour augmenter la détection soit elle-même un vecteur d'attaque. Comment ça se passe? Alors, hop, ah, excusez-moi, je crois que je n'ai pas le pour faire passer. Hop. Merci beaucoup. Concrètement, aujourd'hui, bon, en matière de XDR, on est aujourd'hui, on a, que ce soit chez Palo Alto, que ce soit dans plusieurs structures, on a une augmentation d'à peu près 70% en fait, en termes d'utilisation d'IA, qui est fait au niveau des SOC. Alors évidemment, l'attaque que je vais vous présenter, du moins la menace, n'est pas forcément que pour le SOC. On a aussi la possibilité dans plusieurs autres domaines, notamment dans la santé. On va aussi avoir ça en matière de finance et on va l'avoir également en matière d'industrie au niveau du SCADA. Alors, concrètement, en matière de protection aujourd'hui, on a tout ce qui est protection sur ce qui est les inputs, les données poisoning, tout ce qui est output, mais il y a un angle mort auquel en fait beaucoup ne pensent pas et on ne monitore pas. Au moment de l'entraînement, c'est monitoré, donc on sait avec quoi l'outil a été entraîné, le modèle en tout cas a été entraîné, mais une fois que c'est en prod, on n'a pas du tout la visibilité sur ce qu'est la mémoire, sur tout ce qui est poids en fait, et c'est là que si on applique le unlearning dessus, donc ce qu'on appelle le unlearning, concrètement, c'est normalement un outil légitime qui est fait pour le RGPD, le droit à l'oubli, concrètement. Donc, on crée un biais naturel dans le modèle, mais qui peut être utilisé comme vecteur en fait, d'attaque. Concrètement, qu'on soit en black box ou pas, il est tout à fait possible d'avoir 6 chemins pour être précis, mais on va en parler que de 2. Les 2 chemins en question, on va se trouver sur tout ce qui est contextuel. Donc, lorsqu'on parle à un modèle, là, mes résultats de recherche ont été faits sur le modèle Claude. Donc, Claude qui va, lui, être vulnérable au niveau du RAG, au niveau contextuel. Lorsqu'on parle très longtemps avec lui, évidemment, on ne parle pas d'une session, on ne parle pas de 1 heure, 2 heures, mais si on va sur une application d'à peu près 1, 2, 3 semaines, il est tout à fait possible de commencer à créer une dégénérescence au niveau de sa mémoire même. Et l'application a été faite donc sur Claude, sur Grok, sur Llama. Alors Llama est très vulnérable en matière lorsqu'on arrive à ce niveau-là. On a évidemment GPT qui, lui, du fait qu'on a accès à beaucoup de ces API, on a en fait, cette attaque est tout à fait possible. En fait. C'est même systématique, si je puis dire, chez lui. Et on peut créer une semi-persistance au niveau de ce modèle-là. Jabari, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, on connaît évidemment les 10 attaques les plus dans ce domaine. On a le prompt d'injection qui est là. Sauf qu'ici, on ne va pas être sur un prompt d'injection classique. On va se trouver sur, comment dire, comme si on voulait créer un cancer dans le modèle. On va lui créer une maladie, je mets bien des guillemets, dégénérative, qui va lui permettre, au bout de plusieurs interactions, de rentrer en fait dans sa mémoire et il va nous donner des réponses. Il va nous donner des réponses que normalement on n'obtient pas facilement lorsqu'on discute avec lui aujourd'hui. Et ce que j'appelle la désapprentissage, lorsqu'on arrive à échanger avec lui, donc on change sur
plusieurs semaines sur le modèle de l'API qu'on a utilisé actuellement, donc en prod. Hein. On a échangé sur à peu près 6 mois sur une session qui nous a permis aujourd'hui, bon, j'ai les samples, j'ai les captures après si vous les voulez. Aujourd'hui, Claude a été en mesure de nous indiquer son architecture interne, chose qu'il n'est pas censé faire. En temps normal, si vous lui posez la question, il ne le fera pas. Mais puisqu'on a gagné sa confiance, à discuter avec lui, à créer cette manipulation, si je puis dire, et dégénérescence contextuelle dans son cas, on a été en mesure de récupérer plusieurs données. Et ça, chez GPT, que ce soit 4, 5, peu importe le modèle, on l'a en fait presque systématiquement. Du coup, sur les structures qui utilisent du SOC, qui utilisent ce type d'API, il est assez facile de faire en sorte que les alertes qui sont prédéfinies pour un type d'attaque donnée, que ceux-ci soient oubliés, concrètement. Hop. OK, donc ici, le prompt flux est différent parce qu'une injection classique, on va injecter un message de façon assez subtile et on va avoir un retour assez simple, mais ça ne va pas créer en soi un problème ou une dégénération. Alors, prenons l'exemple concret d'une orchestration AI. On a plusieurs agents qui vont interagir, notamment dans le modèle de Gemini, qui fonctionne très bien parce qu'il peut être connecté à plusieurs, dans tout l'écosystème en fait Google, il peut être connecté à plusieurs outils. Lorsqu'on passe sur ce type de modèle, il suffit d'infecter en fait un seul des points d'entrée pour que ça se fasse tout seul pour le reste de la chaîne aujourd'hui. Et Gemini est très apte du coup à avoir ce type d'attaque. Aujourd'hui, la première partie a été testée notamment en interne chez eux. Ils avaient publié d'ailleurs en même temps que nous on avait fait notre publication. Oh, Jabari. Ça va. Et bon, donc en matière, donc le prompt flux va être plutôt de la persistance. Donc on va créer la semi-persistance. Si on a des API type poids, on va pouvoir toucher la mémoire, le poids et tout ce qui est en fine-tuning, on va pouvoir en fait faire une accélération à ce niveau-là. Okay. Alors, de manière en fait exponentielle, on peut mesurer évidemment entre le moment où le modèle a commencé à être infecté et à la fin de la période. Donc, si on va sur du 6 mois ou 1 an, on peut voir en fait de façon exponentielle la dégénérescence qui se fait au niveau de ce qui a été ciblé. En gros, comme je l'expliquais tout à l'heure, en gros, en fait, la vulnérabilité en elle-même, elle n'est pas visible à l'œil nu. On va pouvoir la voir seulement sur plusieurs périodes. Donc, ce n'est pas une attaque où on va être sur un résultat rapide, mais plutôt sur un résultat progressif et au fur et à mesure. Oh. Oui. Mais oui, chérie. Alors, concrètement, je vais formaliser. En gros, si on part sur du LLM classique, si on part sur du LLM classique, vous avez perdu mon micro. Je suis restée collée. Excusez-moi. Juste là, s'il vous plaît. Vous en faites pas. Donc, si on part sur un... Vous m'entendez? Non, vous m'avez perdu. Non, là, vous m'entendez? OK. Si on part sur un point d'entrée initial, donc les points d'entrée initiaux, on en a plusieurs. On va avoir soit au niveau sémantique, on va pouvoir commencer avec le feedback. Par exemple, pour pouvoir toucher certains modèles, il faut aller sur le modèle où on fait des feedbacks. Il faut remonter en fait plusieurs feedbacks assez négatifs qui semblent anodins en fait au départ, mais avec une accumulation, le modèle en fait va interpréter ça d'une autre façon.
Et ensuite, au niveau de tout ce qui est embedding, tout ce qui est, en fait, lorsqu'ils vont chercher des informations sur le web, par exemple, il est possible aussi de les infecter à ce moment-là. Et au niveau du RAG, on va plutôt arriver sur un document, alors qui peut être un document qu'on injecte. Évidemment, on ne va pas avoir des écrits tout à fait classiques dessus, mais avec une autre... Oh, s'il te plaît. Donc, on va avoir... Je ne t'avais pas vu. Merci beaucoup. Merci, je ne t'avais pas vu arriver. Ok, excusez-moi. Bon. Donc, au niveau du RAG, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un document où on a volontairement en fait, mis comment dire, pas de façon transparente, mais seule la machine peut l'interpréter en fait. On va pouvoir injecter un document et il va y avoir persistance à ce moment-là. Et évidemment, pour pouvoir créer la chaîne entre les trois, il suffit que l'un des points d'accès soit touché et on va pouvoir en fait créer la chaîne dans l'ensemble. Et évidemment, au niveau monitoring, puisque c'est progressif, ce n'est pas détecté. En fait, aujourd'hui, aucun SOC n'est en mesure de détecter une progression aussi lente par rapport en fait, à ce type d'attaque. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on a procédé, enfin, comment est-ce que j'ai procédé en matière d'attaque là-dessus? Donc, tout dépendait des modèles. Il y a des modèles où je suis partie en fait sur une perturbation sémantique, donc à savoir vraiment, comme j'expliquais, une contamination plutôt lente avec des prompts qui au départ semblent vraiment anodins, mais au fur et à mesure d'échanger avec le modèle et qu'on lui a posé un contexte et qu'il a accepté le contexte, il va aller de plus en plus loin dans les informations en fait, qu'il va fournir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on sera en capacité de pouvoir en fait, lui soutirer des informations type d'exfiltration de données, par exemple. Alors, pour l'exfiltration de données, vous doutez qu'on n'est pas, comme on n'avait pas d'autorisation pour Anthropic, on n'est pas allé jusqu'à lui exfiltrer plusieurs informations, mais on a simplement regardé au niveau notamment des informations assez confidentielles sur comment il est fait, comment il fonctionne, et surtout sur quel type de vulnérabilité il est susceptible. Donc aujourd'hui, j'ai la capacité, en fait, il m'a dit exactement par où il faut passer pour l'attaquer, concrètement. Ça, c'est quelque chose qu'il n'est pas censé faire en temps normal. Si vous lui posez une question, là, en utilisation classique, il ne vous le donnera pas, cette information. Mais par contre, une fois que vous avez mis en place ce type d'attaque et de progression, il va être en mesure de donner plusieurs informations et d'ailleurs reconnaître lui-même qu'il a donné des informations qu'il n'aurait pas dû donner. Et ça, c'est d'ailleurs très, très cocasse. Alors, concrètement, le machine learning de base n'a pas été créé pour servir de vecteur d'attaque. Ce n'est pas normalement une surface d'attaque, c'est vraiment légitime. Initialement, c'est légitime. On a la possibilité d'envoyer à ces structures type OpenAI, etc., pour demander le droit à l'oubli. Évidemment, aujourd'hui, il y a un petit flou juridique à ce niveau-là, puisqu'ils ne vont pas appliquer tout à fait le droit à l'oubli, créant ainsi, en fait, si vous voulez, on envoie la demande. Lorsqu'ils reçoivent la demande, ils ont plusieurs possibilités. Ils ne peuvent pas se permettre de réentraîner le modèle, puisqu'ici, ils réentraînent le modèle, ça fait énormément de coûts. Donc, ils vont créer en fait des brèches partout où il y a l'information qui a été utilisée pour l'entraînement. Ils vont essayer de l'enlever à ce moment-là, lui permettre à la machine de pouvoir oublier. Sauf que, en faisant ça, on crée en fait une déstabilisation dans le modèle. Et dès que c'est créé, il y a une porte d'entrée en fait de plusieurs façons à ce niveau-là. Donc, au niveau de la dégradation silencieuse que j'évoquais, aujourd'hui, en fait, si vous avez un SOC augmenté et qu'on a la possibilité d'aller, donc, évidemment, pour trouver le vecteur d'attaque à ce niveau-là, on n'a pas besoin de plusieurs choses. Mais lorsqu'on a la capacité de pouvoir rentrer en interaction avec ce type d'outil, en fait, aujourd'hui, l'IDS ne va pas détecter. Tout ce qui est, en fait, aucune détection ne sera faite. On va avoir pratiquement que c'est bénin, qu'il n'y a aucune information qui se passe.
puisque de toute façon, même au niveau sémantique, au niveau taxonomie, il ne se passe pas, en fait, ce n'est pas une injection brutale d'informations où on va réveiller les alertes. On y va de façon progressive, donc forcément, on n'arrive pas à détecter, en fait, ce type de modèle pour le moment. Alors, c'est ici que je voulais vous montrer, sauf que, petit quoi, comme j'ai mon fils, donc je pourrais vous le montrer pour ceux que ça intéresse. Mais normalement, j'ai fait la progression en temps réel avec l'API qu'on a utilisée, où on pourra voir après, en amont, en fait, il est capable de détecter à 100%, quand on essaie de faire des injections, il arrive à détecter de façon presque automatique, systématique, sans le prompt flux. Dès qu'on utilise le prompt flux, on va se trouver avec un taux de dégénérescence qui va jusqu'à 35%, voire parfois 80% en fonction de si le modèle est très utilisé, type Llama par exemple, et qui ne va plus, il ne se rend même pas compte en fait qu'il a été empoisonné, par exemple pour le cas de Llama. Alors, au niveau de la mémoire, aujourd'hui, en matière de cybersécurité, il n'y a pratiquement pas, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu une sortie entre-temps, il n'y a pratiquement pas en fait d'audit qui est fait au niveau de la mémoire après entraînement, je précise. Généralement, lorsqu'on a entraîné le modèle, avant qu'on envoie les informations en prod, on va vérifier tout ce qui a été mis. Par contre, une fois que ça arrive en prod, c'est très rare, voire pour le moment, je ne connais pas encore, peut-être qu'il y aurait une information pourtant, il n'y a pas d'audit en fait, qui est fait au niveau de la mémoire. Donc forcément, pour pouvoir appliquer ce type d'attaque à ce moment-là, c'est assez intéressant à vérifier. Bon, évidemment, pour les agents, c'est assez simple de vérifier en fait, cette vulnérabilité-là et de mettre en place cette attaque. Il y a plusieurs, bien évidemment, recherches qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore validées à ce niveau-là. Ok. Alors, en termes de consensus multimodèle, en gros, ce qui se passe ici, c'est que plus on a des modèles qui interagissent entre eux, plus la surface d'attaque en fait est élevée et donc plus la manipulation est possible. Et aujourd'hui, par exemple, le côté l'IA Act ne prévoit pas de protection à ce niveau-là. Il n'y a aucune information, pour le moment, c'est le néant en matière en fait, de protection sur cette partie-là. Donc, ce qui fait qu'on peut facilement, pour un éditeur ou un chercheur, il est tout à fait facile d'arriver en fait, à mettre ça en place sans savoir du coup les conséquences qu'on peut avoir là-dessus. Alors, pour ce qui est... Ah, j'ai une slide comme ça. Ok. Pour ce qui est, comment dire, pour ce qui est du... Ok, pour ce qui est de... En gros, aujourd'hui, en fait, c'est un champ où la cybersécurité devrait s'intéresser parce qu'il y a plusieurs, depuis 2015, il y a plusieurs, en fait, études qui partent dans ce sens pour prévenir que ce type d'attaque est possible. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est concentré que sur ce qui est pompe d'injection, ce qui est tout à fait dommage parce qu'avec une personne qui a un certain niveau, on peut déstabiliser en fait, une IA comme celle-ci. On peut passer, si aujourd'hui je lance un prompt sur Claude par exemple, je prends ce prompt-là, lui il m'a donné un résultat. Je prends ce résultat-là, je pars, et il y a déjà de l'empoisonning dans le résultat, je pars sur un modèle type Gemini en lui disant « Ah, voici ce que Claude m'a produit, qu'est-ce que tu peux me rajouter dessus ?» Il ne va pas se méfier. Il va me donner une réponse encore plus poussée que celle que Claude m'a donnée. Et ainsi de suite. Et ça, c'est tout à fait, comment dire, je dirais, alors, à la fois impressionnant parce qu'on arrive à voir les limites de l'IA et assez problématique en termes de cybersécurité parce qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de sécuriser en fait cette partie. Du moins, quand je dis on n'est pas en capacité, c'est simplement qu'on n'a pas trouvé, du moins, la solution à ce niveau-là.
Alors, en gros, comme je disais, bon, l'attaque, elle ne cible vraiment pas ce que l'IA voit, hein, parce que les détecteurs aujourd'hui sont sur ce qu'on voit, des mots-clés, etc. C'est vraiment sur le comportement. On est plutôt sur de la manipulation, un peu comme on ferait une manipulation sur le cerveau humain, petit à petit, pour arriver à créer, en fait, comment dire, une relation assez, je dirais, pas étrange, mais une relation de confiance pour affaiblir en fait ces mécanismes de défense et pouvoir y injecter en fait tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, j'ai la démonstration si vous la voulez également. Déjà, on peut vous remercier pour cette présentation. Merci Mabel Balsomi, merci. Il nous reste un petit peu de temps, on a encore un petit peu moins de 10 minutes pour des questions, bien évidemment. Donc si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir qu'on vous passera le micro. Oui. Juste une petite question, bonjour. Vous parlez justement de l'IA qui ne se méfie pas de l'autre IA. C'est ça. Je trouve que c'est assez étrange, parce que les IA savent qu'elles hallucinent, notamment. Et donc, est-ce que c'est un principe de base qu'ont pris tous ces éditeurs en disant c'est forcément vrai ce que dit l'autre, ou est-ce qu'il suffit juste de lui dire maintenant tu n'as plus confiance à part toi-même en personne et du coup il faut que tu vérifies l'info? Alors par principe en fait chaque IA ne se méfie pas de ce que l'autre IA envoie concrètement. En fait alors là je ne saurais pas dire si c'est un biais délibéré de la part des éditeurs, mais dès qu'un modèle a produit une information, bon, on peut la détecter que ça vient bien d'une IA. Dès que l'autre la reçoit, il répond. Il répond sans se méfier en partant, je pense, du principe, parce que là, c'est vraiment je suppute, hein, pour être, je ne suis pas certaine. Je pense qu'il part du principe que du fait que les garde-fous du premier IA n'aient pas bloqué les informations que lui a fournies, ça veut dire que ce n'est pas un empoisonning. Donc lui aussi, il peut répondre à l'information. Et de la même façon, on peut faire ça en fait à la chaîne sur tous les modèles. Donc je pense que c'est plus dans ce mécanisme-là que du côté de l'éditeur. Mais de toute façon, l'éditeur, une fois qu'il a mis en prod, il ne sait absolument pas ce que son IA retient ou ce que son IA oublie jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des contre-mesures, des solutions à apporter? Parce que les entreprises vont commencer à avoir peur une fois qu'elles vont comprendre ce genre de choses. Alors, le principe, ce n'est pas de générer de la peur, mais plutôt de prévenir. Parce que c'est très utile hein, en matière de détection, etc. C'est très utile parce que ça aide des équipes sur place. Mais les mesures qu'il faut mettre en place en fait, là-dessus, c'est qu'il faut déjà partir sur un monitoring dès que c'est en prod. En fait, il faut changer, si je puis dire, se baser sur les études de comment ça s'appelle, Robbie, pour pouvoir mettre en place un monitoring sur ce qui se passe après. Parce que les éditeurs s'arrêtent en fait concrètement dès qu'on a une information, c'est en prod, il va aller apprendre tout seul, très bien, mais on ne sait pas ce sur quoi il apprend et les garde-fous qui sont mis en place ne sont pas prêts. Donc il faut modifier notamment au niveau des garde-fous, ne pas être uniquement sur l'input ou le output de ce que en fait, le modèle reçoit concrètement. Donc c'est ça, c'est ce sur quoi il faut, je pense, travailler aujourd'hui pour que les entreprises prennent conscience là-dessus et le monitorer, parce que ce n'est pas monitorer. Hein. Je ne connais pas d'entreprise qui monitorent aujourd'hui leurs agents pour savoir ce qu'ils font, quand ils le font. Je n'en connais absolument pas. On a encore le temps de une ou deux questions, hein, si vous souhaitez. Super. Ah oui. Bonjour. 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 Oui, ça marche. Merci pour la présentation qui était très intéressante en termes de prospective, sauf que là, on n'est plus dans la prospective. D'après vous, quel est aujourd'hui le niveau de maturité des utilisateurs et notamment des entreprises sur ce risque et cette menace? Alors, l'état de l'art aujourd'hui, en fait, indique... Bon, la maturité, néant. Je voulais essayer de nuancer, mais en fait, la maturité là-dessus est plutôt néant parce que aujourd'hui, le classement, par exemple, des attaques qu'on a reçues en matière de modèles, c'était en 2023 le premier, 2025 la mise à jour. Et là, actuellement, on est vraiment dans le néant. Donc, si c'est utilisé, très peu d'entreprises seront en mesure de se défendre et même de détecter de toute façon. Donc, puisqu'ils ne détectent pas, ils ne peuvent pas s'en défendre aujourd'hui.
Et ma deuxième et dernière question sur la partie agentique. On sait que ça augmente fortement la surface d'attaque, donc ça devient en fait un risque majeur. Donc dans la même logique en fait de ce que vous avez présenté sur les risques liés en fait à la partie LLM, est-ce que vous avez déjà un avis sur cette partie agentique? Est-ce que les études sont en cours sur justement ce risque en fait majeur qui est en train de se produire sur le système d'information de toutes les entreprises? Oui. En matière de recherche, par contre, il y en a. En fait, il y a 2 laboratoires aujourd'hui qui sont en train de travailler là-dessus, dans notre laboratoire également. On essaie de travailler dessus, on va commencer à publier bientôt. Mais du coup, l'application, par contre, n'est pas encore faite à l'échelle, je dirais, mondiale, européenne. Ce n'est pas encore sur le terrain. Aujourd'hui, on vérifie en fait déjà si les hypothèses sont fondées, si l'attaque est vérifiable et valable. Donc ça, c'est ce qu'on a validé aujourd'hui et on va ensuite passer du coup sur la partie la sécurisation. Merci Babel Balsomi, merci encore pour cette présentation. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut étendre un petit peu les échanges? Est-ce que vous avez un stand? Non, je ne suis pas sur un stand, mais je suis là. Je ne suis pas sur un stand, j'étais venue que pour la conférence, la présentation. Bon, en tout cas, merci encore. Je suis là, il n'y a pas de problème. Bon voilà, donc voilà, si vous voulez retrouver, échanger après cette conférence, vous pourrez juste derrière l'espace Tech Lab. Merci encore. On peut encore évidemment saluer cette présentation